Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Ornat dans lequel je te présente l'étrange boîte, l'étrange forme, le jeu Unsettled de Orange Nebula. Unsettled, c'est un jeu de coopératif qui va jouer jusqu'à 4 joueurs. Je te suggère, si tu joues en solo, de contrôler 2 aventuriers, 2 explorateurs. Le concept de Unsettled, c'est qu'on est un groupe d'explorateurs, des scientifiques, des statisticiens, des physiciens, pas des guerriers, qui se crachent sur une planète quelque part dans le cosmos et qui vont tenter d'accomplir différentes tâches pour survivre à cette planète-là et rentrer de façon sécuritaire à l'intérieur de notre vaisseau qui s'appelle The Scarab. C'est un jeu de type d'exploration, fait que c'est un jeu qui va te proposer différentes planètes. Dans la boîte de base, soit dit en passant, il y a 2 planètes, et le concept qu'on t'offre, c'est que le jeu lui-même représente un contexte, une expérience de base, mais tu peux pas jouer en quelque sorte juste avec le jeu de base. Tu dois plugger, désolé l'anglicisme, une planète à l'intérieur du framework de base pour pouvoir jouer. Comme je l'ai dit, le jeu de base t'offre 2 planètes. Fait que ce que tu vas faire quand tu vas jouer, c'est que tu vas installer le jeu, tu vas choisir avec quelle planète tu veux jouer, et chaque planète t'offre 3 scénarios spécifiques. Tu vas choisir quel scénario tu veux jouer, et là, tu vas te lancer à l'aventure. Tu vas tenter de tourner les pages d'un livre, d'explorer cette planète-là, d'en découvrir ses secrets pour comprendre comment tu dois survivre à l'intérieur de cette planète-là. C'est un jeu étrange, c'est un jeu qui mélange beaucoup de choses. Est-ce que c'est intéressant? Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment on fait le setup spécifique, la mise en place spécifique du jeu, peu importe la planète. Je vais te montrer quelles sont les spécificités au niveau de la mise en place selon la planète que tu veux choisir. Je vais tenter de te montrer le plus clairement possible comment on joue au jeu, et je vais revenir à la fin pour te dire ce que j'en ai pensé. Donc au niveau de la mise en place, Unsettled, c'est un jeu quand même assez particulier dans ses composantes, dans sa mise en place. Fait qu'on va vraiment, je pourrais pas te montrer toutes les composantes en même temps, c'est un jeu qui prend trop de place. Fait que je vais vraiment décomposer partie par partie, et on va commencer par la mise en place individuelle. La première chose que tu vas avoir à faire, c'est de te choisir un plateau. Il y a 4 plateaux de couleurs différentes à l'intérieur du jeu. Moi, j'ai choisi le mauve. Ton plateau vient avec un mini à ta couleur. Mes minis sont tous pareils, soit dit en passant. C'est juste la couleur qui change. Évidemment, là, je vais installer une partie à 2 joueurs. Une fois que tu as choisi ton plateau, tu vas avoir besoin des 3 dés d'action qui sont à l'intérieur du jeu. Les dés d'action, il y a 2 des faces qui vont indiquer juste le type de ressources que c'est. Puis ensuite, il y a un nombre de cercles qui indique la valeur de ce dé-là. En début de partie, chaque dé va commencer sur le 2. Fait qu'il y a 4 faces en tant que telles qui sont importantes. Le 1, le 2, le 3 et le temps. Les 2 autres faces vont juste indiquer quelle est la ressource. Fait qu'on va commencer avec un 2 sur chacun de nos dés. On va revenir évidemment plus tard savoir à quoi ça sert ces dés-là. On va également avoir un paquet de tuiles comme ça ici qui vont venir modifier certaines actions qu'on va avoir en début de partie. On va les brasser, on va en donner 2 à chacun des joueurs, et chaque joueur va choisir laquelle de ces actions-là il va avoir. Ces actions-là vont modifier nos actions de base. Si par exemple je choisis elle ici, on voit que c'est écrit dessus Investigate, fait que je vais aller la placer sur ma case Investigate. Moi, mon action d'investigation va être différente de celle des autres joueurs. Je précise tout de suite que cette tuile-là, elle peut tourner pendant le jeu avance. De l'autre côté, c'est une autre action qui est modifiée. Fait qu'il faut juste rappeler quand elle tourne de venir la placer sur le bon nom d'action. Fait que d'un côté, cette tuile-là va modifier Rest sur le côté noir et Investigate sur le côté blanc. Ensuite, on va décider, on ressemble à quoi. Fait qu'on a un gros paquet de jetons comme ça ici, avec des visages dessus. On en prend un pour décider quel est notre avatar. Moi, je vais prendre par exemple lui, qui est clairement un pirate de l'espace. On va aller mettre ça juste ici pour se rappeler qui je suis. Il y a certains scénarios qui vont demander est-ce que son jeton-là, on le place sur différentes parties du jeu. À la base, il fait juste rentrer là. Chaque figurine, soit dit en passant, si tu veux être encore plus cool, tu peux le mettre de l'autre côté, et chaque bonhomme vient avec des lunettes soleil. Et c'est pas une farce, ils ont fait ça pour chacun des personnages. Cela étant dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à déplacer ces 2 petits cubes-là. Le cube blanc, c'est ton cube d'endurance. Il va aller sur la case la plus haute de ta piste d'endurance. Et ensuite, tu as ton cube de recherche. Sur quoi tu es en train de mettre? Sur quel type de recherche tu veux avancer? On a la physique, l'ingénierie et la chimie.
T'en choisis un des trois. Une fois que tu connais bien le jeu, tu sais quel type d'influence ça peut avoir. Pour la première fois que tu joues, choisis un des trois au hasard. Et quand tu as fait ça, ta mise en place personnelle est terminée. Donc la prochaine partie du jeu, ça va être de placer les différents plateaux de jeu. Il y en a 4. On va les prendre un par un. Chaque plateau de jeu va avoir 2 phases de mise en place. Il y a une phase qui est la phase générale, peu importe la planète que je choisis, puis il y a une phase qui va dépendre de la planète qu'on a choisie. Puis là, on va commencer juste par la phase générale. On va d'ailleurs ici, c'est écrit Survival Task Left, Survival Task Right. Ça, c'est des endroits où on va aller placer des choses une fois qu'on va avoir choisi notre planète. On va commencer par la phase générale. Donc, la première piste, on a la piste de temps. Sur la piste de temps, j'ai le marqueur de temps ici que je vais placer sur la première case qui est identifié avec un petit pointillé, ainsi que le marqueur de confiance qui ressemble à ci que je vais placer à l'intérieur du petit pointillé qui est ici juste à droite. On va également avoir, une fois qu'on va avoir dépunché le jeu, certains jetons à placer qu'on va aller placer sur ce plateau-là. Ces jetons-là vont indiquer, par exemple, si je place lui ici, dans certains scénarios, quand le marqueur de temps va rejoindre ce jeton-là, il va se passer quelque chose. Les scénarios vont me dire quand j'ai besoin d'utiliser ces jetons-là. Et de façon générale, je peux les laisser sur le côté ici pour les rendre disponibles au besoin. Mon deuxième plateau va être le plateau de la progression technologique. On va avoir 4 jetons bleus à placer avec mon laboratoire de... Ça, c'est mon Research Hut qui va être placé juste ici. Chacun de ces jetons-là, de forme vaguement circulaire et recto-verso. On va commencer toujours avec la face qui a le grand carré gris de disponible sur ce côté-là. On va faire la même chose ici avec mon laboratoire en vert, qu'on s'assure de commencer sur ce côté-là, et avec mon workshop, mon atelier en rouge. On commence toujours avec ce côté-là. Il y a les 4 jetons circulaires qu'on place juste en dessous, comme ça ici, sur ces cases-là, de la même couleur que le bâtiment qui est indiqué. On voit sur le côté et en dessous, je vais avoir d'autres éléments à placer. Une fois que je vais avoir choisi quelle est ma planète, mais pour mon placement de base, ça ressemble à ça. On va avoir un troisième plateau qui est mon plateau d'opportunité. Le placement de base est très simple. On va avoir 12 jetons d'exploration qu'on va aller placer au centre ici de cette petite zone-là. Et on va avoir ces espèces de grands disques-là transparents. On va placer le rouge sur le côté gauche, le bleu sur le côté droit. On voit d'ailleurs, je ne sais pas si ça paraît bien à l'écran, mais autour du cercle, il y a la couleur pour m'aider à me rappeler chaque cercle va aller de quel côté. Le reste de la mise en place de ce petit plateau-là va également venir une fois qu'on va avoir choisi notre planète. Et finalement, on a notre plateau de ressources. Fait qu'on va avoir les datas, les minerais, les cubes spécifiques au scénario, puis on va avoir l'énergie. Fait qu'on va simplement les mettre tout de suite, toutes ces ressources-là à l'intérieur de ces zones appropriées. Et il va y avoir 2 dés de ressources qui vont venir, un dé pour le data, un dé pour le minerai, que personnellement j'aime bien placer sur ce plateau-là aussi, ou à tout le moins proche, parce que ces dés-là vont avoir rapport avec ça. Il y a également des cartes, des choses qu'on va aller placer une fois qu'on va aller choisir notre planète. Ça, c'était mes 4 plateaux qui étaient à placer. Maintenant, j'arrête pas de dire qu'il y a une petite mise en place supplémentaire à faire une fois qu'on choisit notre planète. Allons voir ça. Fait que dans la boîte de base, il y a 2 planètes qu'on peut choisir. Il y a la planète Wanara, il y a la planète Grakis. On a ici un petit modificateur, pas un modificateur, une petite précision sur le challenge, la difficulté que cette planète-là va avoir. Pas nécessairement sa difficulté, mais sa complexité qu'il va avoir. Fait que si on a une complexité de 1, ça indique que cette planète-là ne change à peu près rien des règles de base. Une fois qu'on a une complexité qui augmente à 2 ou plus, c'est que ces planètes-là vont commencer à modifier certaines des règles de base. Fait que pour des raisons évidentes, on suggère évidemment de commencer avec la planète Wanara. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'une boîte de planète? On va avoir un petit livret qu'on doit lire, où on a une espèce de petite trame narrative de qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur cette planète-là. Et on va avoir les règles spécifiques de cette planète-là. Fait qu'on a une place pour faire notre setup. On va avoir justement mes cubes noirs de scénario dont je parlais tantôt. Ils vont fonctionner de quelle façon. Les cartes spéciales de ce scénario-là, comment ça fonctionne. On va nous donner parfois des conseils pour nous aider à apprendre cette planète-là. Fait que ça, c'est important, ce petit livre-là, de bien le lire quand on installe notre planète. Dans la boîte, les autres éléments qu'on a, on a un gros paquet de cartes de différents types. On va aller voir dans 2 secondes comment on place ça. On a des jetons, on va avoir des gros jetons, et on va avoir d'autres cartes et d'autres tokens. Puis maintenant, on va aller revisiter nos 4 plateaux pour voir tous ces jetons-là se placent comment. Si je reviens à mon plateau de temps, c'est indiqué en bas Survival Task Left and Right. Les Survival Tasks, c'est l'objectif de la mission qu'on a en tant que tel. Chaque planète vient avec 3 missions de sauvegarde, de survie, et chaque mission va être indiquée, va être spécifiée avec un certain nombre sur les cartes. Donc, je vais avoir la carte 1, de l'autre côté c'est la carte 2, ensuite j'ai la carte 3, 5, 7, ainsi de suite. Il y a toujours 8 cartes par task. On va évidemment choisir la A la première fois qu'on joue, c'est la plus simple. Et on va aller placer ça comme un livre. Fait qu'on va aller toujours le placer sur le côté droit. On va lire notre introduction narrative.
Quand on va l'avoir lu, on va tourner la première page du livre. Ça va nous indiquer un setup qui est à faire. Puis de l'autre côté, ça va nous indiquer c'est quoi le premier objectif qu'on tente d'atteindre dans ce scénario-là. Et ensuite, quand on va avoir atteint cet objectif-là, on va tourner la page, on a des nouvelles règles, un nouvel objectif, on va tourner, quand on réussit l'objectif, on tourne la page, des nouvelles règles, un nouvel objectif. Quand on réussit cet objectif-là, on tourne la page. Et le dernier objectif, c'est toujours le même dans tous les scénarios, en tout cas ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de retourner au vaisseau spatial et de décoller de là. Fait qu'en début de partie, on va le placer comme ça, tout simplement. Puis quand on va être prêt, on va lire la narrative et tourner la première page. Sur mon plateau de progrès technologique, j'ai évidemment d'autres choses à aller placer. Sur le côté droit, c'est écrit ici Planet Specific Token. Tous les jetons qui sont spécifiques à la planète, tu vas aller placer ça dans cette zone-là. Et c'est le scénario qui va dire quand est-ce que tu as besoin d'y faire référence, quand est-ce que tu as besoin d'aller les chercher. Le reste du plateau, c'est des cartes que tu as à placer. Juste ici, tu vas aller placer la carte de la fonction primaire de Luna, le petit robot qui vient avec nous autres. Tu vas trouver cette carte-là dans les cartes spécifiques à ce scénario-là. Fait que tu vas aller placer ça juste ici. Et en dessous, tu as différents decks de cartes. Fait ici, je vais avoir par exemple les Breakthrough en Engineering. Engineering, c'est le rouge, fait que je vais placer ça ici. J'ai mes cartes Anomalie qu'on browse, puis qu'on va les placer juste ici, en dessous du mot Anomalie. Mes Breakthrough en Chimie, vert, je vais placer ça juste en dessous ici. Breakthrough en Physique, c'est bleu, je m'en vais placer ça juste ici. Et j'ai mes cartes de détresse, je vais en prendre 3 par joueur. Ici, j'installe une partie à 2 joueurs, donc j'en prends 6. Tu les browses et tu places ça juste ici. Et ça va compléter la mise en place pour mon plateau de technologie, de développement technologique. Ensuite, sur mon plateau d'opportunité, tu as vu qu'il y a 12 espaces dans le haut dont je n'ai pas encore parlé. Il y a certains jetons qui sont les découvertes qu'on peut faire sur cette planète-là. Tu vas aller les placer tout simplement dans chacun des espaces vides du plateau opportunité. Fait que ça va te donner les différents objets, les différentes créatures, les différentes plantes, végétation, animaux, etc. que tu peux découvrir sur cette planète-là. Et pour découvrir ces affaires-là, il va falloir que tu résolves des opportunités. Fait que tu vas aller prendre le deck de cartes opportunités, qui est indiqué en bas à droite avec son terme opportunité. Le scénario, il peut te dire des fois enlève-en une, etc., etc. De façon générale, la règle de base, tu les brasses, tu les sépares en 2 paquets relativement équivalents. Généralement, c'est 12 cartes, fait que tu mets 6 cartes de chaque côté. Et tu vas aller faire ton paquet d'opportunités qui va être associé au jeton rouge et ton paquet d'opportunités qui va être associé au jeton bleu. Fait que ça, c'est tout simplement brassé au hasard. Finalement, en dessous de ton plateau de ressources, tu as également 2 paquets de cartes à aller placer. Tu as ton deck de cartes environnement. Environnement, c'est ces cartes-là ici qui vont être les cartes spécifiques au scénario. Fait que c'est les lieux qu'on va découvrir puis quand on va explorer cette planète-là. Fait que tu brasses ce paquet de cartes-là puis tu le mets juste ici. Et le deuxième paquet de cartes ici, on va avoir les cartes qui sont spécifiques à la planète. Fait que dans ce cas-ci, c'est des cartes d'hallucination qui sont spécifiques à la planète de Wanora. Fait qu'on va simplement les brasser elles aussi, puis on va les placer ça ici. Fait que ça va compléter la mise en place de base de ma planète. Fait que quand toute notre mise en place est faite, on va commencer à faire la narrative du scénario qu'on a choisi. Fait que je l'ai dit, chaque planète vient avec 3 scénarios, 3 survival tasks différentes. Fait qu'ici j'ai mon task A, le premier des 3, on lit ce qui se passe ici, je vais vous laisser découvrir. Puis ensuite, quand on tourne voir la première page, il va nous préciser si on a des règles spécifiques pour finir notre mise en place. Dans ce cas-ci, on en a, j'ai une map spécifique à construire. Fait qu'on voit ici que je dois aller choisir l'une des tuiles du Scarab. Le Scarab, c'est le vaisseau spatial dans lequel on arrive. Qu'on va choisir une des 3 tuiles. Dans une première partie, on nous suggère de les tourner de l'autre côté, fait que les 3 sont pareils. Après avoir joué une partie ou si on trouve le jeu trop difficile, on peut choisir laquelle des 3 tuiles on prend. Ça va faire une partie un petit peu plus difficile. Mettons que je suis dans une première partie, donc on choisit ce côté-là. Qu'on va aller placer ça complètement à gauche. On me dit dans les cartes environnement, je dois aller chercher la carte Swampy Quagmire. Fait que dans mes cartes environnement, je m'en vais chercher la carte Swampy Quagmire qui ressemble à ceci. Là, on dit l'autre qui s'appelle comme ça, je la retire du deck de cartes. On brasse le reste du paquet, puis on se fait un environnement qui ressemble à ceci. Fait que là, ma mise en place est vraiment terminée. Il me reste juste à donner une aide de jeu à chaque joueur. Et juste pour te donner une petite idée de la taille que ce jeu-là prend, profite-en, c'est la seule fois de la vidéo que je vais te le montrer au complet. Fait que j'ai mon deuxième joueur qui est juste ici. On a la boîte de Dungeon Crusade qui traîne. On a le plateau de découverte technologique avec mes decks de cartes en dessous. J'ai mon plateau de temps beaucoup trop illuminé avec en dessous ma carte, mon Survival Task. J'ai ma map avec le Scarab et les 2 personnages et la figurine de Luna qui est juste ici, cette très grosse figurine.
J'ai mon deuxième joueur placé juste ici. Et de l'autre côté du plateau, on va avoir mon plateau ressources avec les cartes hallucinations en dessous. Le deck de cartes environnement, il est déjà vide. Et je vais avoir mon autre plateau avec les tokens puis les cartes d'opportunité en dessous. Fait que là, c'est la seule fois que je te montre tout ça parce que ça prend beaucoup trop de place pour le type de vidéo que je fais. Là, on va réduire cet espace-là. Et maintenant, être prêt à t'expliquer comment on joue. Première étape, comment gagne-t-on ou perd-on à Unsettled? Ben, gagner, c'est très simple. Il y a juste une façon. C'est de passer au travers ce petit livre-là de tâches de survie. À chaque fois qu'on réussit la tâche qui est indiquée sur la carte ici, je l'ai déjà dit, on la tourne, ça va nous donner des nouvelles règles, ça va nous donner peut-être une nouvelle mise en place, des choses à rajouter, des jetons à aller chercher. On va nous donner une nouvelle tâche. On va expliquer sur cette carte-là comment faire cette tâche-là. Quand on la réussit, on continue. Nouvelle règle, nouvelle tâche. Quand on réussit cette tâche-là, on continue. Nouvelle règle, nouvelle tâche. Et si on réussit la dernière tâche avant d'atteindre une condition de défaite, on va gagner la partie tout simplement. Maintenant, comment on perd la partie? Ben, c'est via l'endurance. À chaque fois que les joueurs vont prendre un tour de jeu, le temps va avancer de 1. Quand le temps va avoir fait un cycle complet, on voit ici une petite ligne, le symbole de perte d'endurance et on recommence. Fait que quand un joueur prend un tour en étant déjà au bout, on va resetter. Donc on revient au début de la piste, mais chaque joueur va perdre 1 d'endurance. Si un joueur se ramasse dans le rouge en endurance, ben, il devient inconscient. On va coucher sa figurine sur le plateau. Les autres joueurs vont pouvoir interagir avec lui, le traîner, etc., mais il ne pourra plus jouer. Et si tous les joueurs sont inconscients en même temps, la partie est perdue. Maintenant, comment fonctionne la structure d'un tour de jeu à Unsettled? On a un petit aide de jeu comme ça qui va nous rappeler qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Dans nos main actions, dans nos actions principales, on en a 4 qu'on peut faire. Il y en a seulement une des 3 qui est obligatoire, qui est le Set 3 Focus. Fait que si on peut le faire, on doit le faire une fois à tous les tours de jeu, de placer nos 3 dés de focus sur les actions qu'on peut faire. On peut se déplacer d'une case à la base. Si on a des pouvoirs qui font qu'on se déplace que plus qu'un, ça peut être une option, mais de base, on a juste un mouvement de 1. On peut se déplacer une fois par tour gratuitement. On peut bouger Luna une fois par tour gratuitement. Et on peut scanner la case où Luna se trouve. Luna, c'est ce sympathique gentleman. Et on peut scanner l'endroit où Luna se trouve également une fois par tour de jeu. On va revenir dans le détail sur toutes ces actions-là. En plus de ça, on peut faire toutes les actions gratuites qui sont ici. Je ne les passerai pas toutes pour l'instant. On va y revenir au fur et à mesure qu'on va parler des différents éléments qui ont rapport avec ces actions-là. Je vais juste préciser que chaque action gratuite, elle, je peux les répéter selon le type d'action que c'est. Fait que si des Scientific Breakthrough, si j'ai 3 Scientific Breakthrough, je peux utiliser les 3 dans le même tour de jeu, mais je peux utiliser chaque Breakthrough seulement une fois par tour. Et très important, les free actions, on peut les faire pendant le tour de n'importe quel joueur, contrairement aux main actions que je peux les faire juste pendant mon tour à moi. Fait que pendant mon tour, je peux me déplacer, placer mes 3D, je suis obligé, je peux déplacer Luna, je peux scanner avec Luna. Puis une fois que j'ai terminé mon tour de jeu, ben, si moi j'ai un Scientific Breakthrough, je peux l'utiliser pendant le tour du joueur 2, je peux le réutiliser pendant le tour du joueur 3, puis je peux le réutiliser pendant mon tour à moi quand ça revient à moi. C'est la même chose pour toutes les affaires qui sont ici, c'est d'ailleurs indiqué juste ici. At any time, on anyone's turn. C'est une partie très importante de la coopération à l'intérieur de Unsettled. Fait que maintenant, on va commencer à regarder mes 4 main actions spécifiques, comment ça fonctionne. Action numéro 1, move. Je peux bouger jusqu'à ma limite de move qui habituellement est de 1. Fait que si par exemple je suis joueur mauve, si je veux bouger sur une zone qui est inexplorée, disons par exemple que je veux aller ici, je peux pas me déplacer en diagonale, je peux me déplacer juste de façon orthogonale. Fait que si je veux me déplacer de 1, ben je vais révéler la carte environnement où je décide d'aller. Je vais rentrer dedans et je vais activer tous les nodes que j'ai traversés. Les nodes, c'est les petits points qui sont comme ça ici, qui vont relier les cases. Fait que là ici, on voit le node ici, il était vide, fait que c'est rien passé. Si au prochain tour de jeu, ben, je décide de me déplacer de là à là avec mon déplacement, ben, quand je vais le tourner comme ça, on voit que le node ici, quand je vais me déplacer comme ça, ben là, je vais traverser 2 icônes. Fait qu'on va prendre une seconde tout de suite pour aller voir c'est quoi ces 2 icônes-là. Parce que ça va généralement être ces icônes-là qu'on va croiser. Le premier icône que tu vas croiser souvent, c'est le node de temps. Fait que si tu passes sur cette icône-là en faisant une action de move, ben, tu vas tout simplement dépenser un temps, fait qu'avancer ce plateau-là de 1 pour montrer que c'est un terrain difficile duquel tu sors ou dans lequel tu entres, fait que ça te prend du temps.
La deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va découvrir, on va en apprendre sur la planète, on va faire des découvertes scientifiques. Ça, c'est représenté par ce petit icône-là mauve. À chaque fois que je gagne cette icône-là, peu importe de la façon dont je le gagne, dans ce cas-ci, j'ai passé dessus en traversant une zone, je vais avancer mon petit dé de découverte scientifique de 1. Je reviendrai dans quelques instants pour voir comment ça fonctionne, ce petit icône-là. Et le temps va se déplacer, le mouvement va se faire pas mal juste comme ça. Fait que si au prochain tour de jeu, je vais me déplacer vers le haut. Fait qu'on voit ici, si je colle ces deux cartes-là ensemble, on voit, dans les nodes, il n'y a rien du tout. Donc en me déplaçant, ça m'a rien coûté ni en temps, mais j'ai pas fait de progression scientifique. Il y a aussi le concept de si je possède un mot-clé particulier. Fait que si je rentre, on voit ici, c'est écrit When revealed, if you possess rare polymers, je gagne de l'énergie dans ce cas-ci. Ça, c'est l'icône pour l'énergie. Fait que quand on te demande est-ce que tu as ces mots-clés-là dans l'espèce de bordure dorée, ben ça fait référence à des cartes que je vais avoir dans mon environnement de jeu. Là, dans ce cas-ci, je n'ai aucune carte dans mon environnement de jeu, donc je n'ai pas ces mots-clés-là, mais si j'avais une carte, que ce soit dans mes breakthroughs, que ce soit dans mes anomalies, que ce soit dans autre chose, si j'avais une carte sur laquelle c'est écrit Rare Polymers, ben là, je pourrais activer cette icône-là, puis j'ai une autre carte ici, par exemple, qui va me dire quand je rentre dans cette zone-là, si je possède le mot-clé Fungal Host, ben je gagne un minerai. Fungal Host, ça va être un autre mot-clé qu'on va retrouver sur des cartes qu'on gagne au fur et à mesure que la partie avance. Fait que ça, c'est pour le move. Je vais faire ces 3 focus en dernier. On va tout de suite aller parler de Luna. Une fois par tour, je peux déplacer Luna gratuitement. Luna se déplace comme tous les autres personnages, à la différence qu'elle n'active pas les nodes. Fait que si Luna se déplace de cette case-là à cette case-là, il n'y a personne qui va gagner 1 de découverte scientifique, mais on n'avancera pas non plus le temps de 1. Le déplacement de Luna, c'est ça. Je peux le faire gratuitement une fois par tour. Et en plus, je peux scanner sur la zone de Luna. Quand je veux scanner sur la zone de Luna, la zone doit être libre de l'élément que je cherche. On peut scanner pour 2 choses. On peut scanner pour du data. Si on scanne pour du data, on va tout simplement lancer le dé bleu. Et selon le nombre de petits cercles que j'ai ici sur mon plateau de ressources, je vais aller chercher le nombre de cubes appropriés puis je vais le placer sur la zone. Fait que si Luna a découvert 3 de data, et si je voulais scanner pour des minéraux, mais je vais lancer le dé vert, j'ai obtenu encore 3, on va aller chercher des espèces de cristaux verts, puis on va aller les placer sur la zone. Sa seule restriction à Luna, c'est qu'elle ne peut pas scanner s'il y a des ressources disponibles sur sa case. Fait que dans cette situation-là, elle ne peut pas scanner du tout. Si on était dans cette situation-ci, elle pourrait scanner pour du bleu, du data, mais pas pour du vert. Et si on était dans cette situation-ci, elle pourrait scanner pour du vert, des minéraux, mais pas pour du bleu, parce qu'il y en a déjà dans sa zone. Finalement, mon Set 3 Focus. C'est là qui est le cœur du jeu. C'est là que je vais prendre mes actions en tant que telles. C'est là qu'on utilise nos dés. Ben, ils appellent des cubes dans le jeu parce que tu ne les lances jamais. Mais ça a quand même la forme d'un dé, un dé assez massif, soit dit en passant. Comment ça fonctionne, ça? C'est que dans un tour de jeu, tu vas être obligé de prendre 3 actions. Tu peux pas en prendre juste une, tu peux pas en prendre juste 2. Tu es obligé d'en prendre 3. Et l'une de tes 3 actions est obligatoirement l'action Rest. Donc, dans le fond, tu as 2 actions plus Rest. Le principe de base du jeu, c'est que tous ces carrés-là, avec des flèches soit vers le haut, soit vers le bas, représentent des actions possibles. Fait que les actions, ils peuvent avoir sur ton plateau personnel, ils peuvent être sur les différents plateaux qui sont autour du jeu, ils peuvent être parfois directement sur les cartes d'environnement que tu vas révéler, ça se peut que ça me donne accès à des actions, fait qu'il peut y avoir des actions un peu partout. On va commencer par les actions qu'on a sur notre plateau principal. Donc, le principe de base, c'est quand je veux prendre l'une de ces actions-là, qu'elle soit sur le plateau de jeu, sur l'un des plateaux adjacents ou sur mon plateau personnel, je vais choisir l'un de mes 3 dés de ressources. Je vais appliquer le modificateur qui est indiqué sur l'action. Fait que lui, on me dit par exemple, tu perds 1 sur le dé que tu prends, tandis que lui, il me dit tu gagnes 1. Lui ici dit tu gagnes 3, tu gagnes 1, tu perds 1, tu perds 1. Le blanc, c'est neutre ou ça montre, alors que le noir, ça descend. Fait que disons par exemple que je veux faire l'action Theorize qui est juste ici. Fait que si je prends mon dé vert, l'action Theorize c'est noir vers le bas. Fait que je vais réduire à 1, puis je vais aller placer mon dé en dessous et je vais faire l'action Theorize. Je reviendrai dans quelques instants pour savoir chacune des actions, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que là, comme deuxième action, je pourrais dire, ben tiens, je vais faire l'action Traverse. Fait que lui aussi, je le baisse de 1. Bon, là, je fais l'action Traverse. Et là, comme troisième action, j'aurais pas le choix. Je fais Rest, ce qui veut dire que je monte de 1, parce que Rest, il va là-haut, puis je le place là, puis ensuite, je résous l'action Rest. Éventuellement, puis quand j'ai fini mon tour de jeu, ben, j'annonce que j'ai fini mon tour de jeu et je récupère tous mes dés. Quand j'ai récupéré tous mes dés, mon tour de jeu se
termine. Fait que là, je peux avoir, puis je peux mélanger toutes les actions que je viens de dire, je peux les mélanger entre elles. Fait que je pourrais dire au tour suivant, par exemple, ben tiens, je fais l'action Theorize. Fait que comme je suis à 1, je le descends à 0, qui est le symbole du temps. Ensuite, tiens, je vais faire l'action Investigate. Fait que lui, je vais le monter de 1 parce qu'il est plus 1 sur mon plateau à moi. Ensuite, je vais me déplacer. Ensuite, je vais déplacer Luna. Ensuite, je vais demander à Luna qu'elle scanne du data sur cette case-là parce qu'il n'y en a pas, elle en a scanné 2. Ensuite, je vais utiliser mon action de Rest, où là, il est à son maximum de 3, fait que je le monte pas plus. Puis là, je dis mon tour est terminé, je récupère mes 3-2. Fait que le tour de jeu va fonctionner comme ça, avec cette espèce de mélange-là d'actions. Si j'ai des actions gratuites, des cartes de breakthrough que j'ai trouvées, des anomalies que j'ai trouvées, je peux également les faire pendant mon tour de jeu en payant les ressources appropriées. Et il n'y a pas d'ordre dans mes choses que je fais. Fait que je peux placer un de mes dés pour faire une action. Ensuite, je peux faire toutes mes actions gratuites que j'ai pendant mon tour de jeu. Je peux placer un deuxième dé, faire d'autres actions gratuites que je possède. Puis terminer avec mon dernier dé en rest. C'est toujours évidemment rest qui est ma dernière action. Cela étant dit, une notion importante, on peut se retrouver à un certain moment qu'on a un ou plusieurs dés qui sont à 0. Ça ne nous empêche pas de prendre des actions. On peut les utiliser quand même pour prendre des actions. C'est qu'à la place de baisser la valeur du dé, on va dépenser du temps. Fait que si par exemple je dis, ben tiens, je fais une action Theorize ici, je ne bougerai pas mon dé parce qu'il est déjà à 0. Mais comme mon dé affiche le jeton de temps, la ressource de temps, ben à la place, je vais dépenser 1 de temps. Et si ça avait été une action que je perds 2 sur ma valeur de dé, ben j'aurais avancé le temps de 2 à la place. Si ça avait été une action que je perds 3, j'aurais avancé le temps de 3. Et il est possible de combiner. Si par exemple je place une valeur de 1 à un endroit qui me fait perdre 2, ben, je vais l'amener à 0. Puis le deuxième que je ne peux pas payer, je vais le payer à la place avec du temps. Fait que la structure de base du jeu va ressembler à ceci. Dernière chose que je vais dire avant de rentrer dans le détail des actions, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui vont me donner un bonus si j'utilise la bonne couleur. On le voit d'ailleurs dans mes 3 actions de base qui sont juste ici. Fait que si par exemple je prends l'action Theorize, on a le descriptif de l'action ici, mais on me dit si tu prends le dé qui est bleu, le dé qui a un œil dessus, ben, en plus de faire l'action Theorize, toi tu vas progresser de 1 au niveau de découverte scientifique. Fait que si je décide, ben tiens, comme première action, je fais Theorize, je fais ça, je fais l'action Theorize sur laquelle je reviens dans 2 secondes, mais en plus, moi-même, je vais gagner 1 de ce qu'on appelle l'insight, qui est ma découverte technologique, qui est ce petit icône-là. Et on a la même chose pour les autres. Fait que si par exemple j'étais à 2 ici, je dis ben je fais l'action Investigate en plus. Fait que ici je vais le monter de 1 parce que moi il est positif. Je vais monter ça de 1 ici parce que j'ai utilisé la bonne couleur. Puis ensuite je fais mon action Investigate. Et on a la même chose pour Traverse. Fait que si j'utilise mon action de Traverse, mettons que mon dé était sur le 3, je le baisse à 2. Je fais mon action de Traverse. Et en plus, vu que j'ai la bonne couleur, je gagne 1 d'insight. Donc maintenant, au niveau des 6 actions, on va commencer par expliquer l'action de Theorize. L'action de Theorize, elle est très simple. Si on utilise un dé pour faire l'action de Theorize, on va aller prendre un autre de nos joueurs, un des alliés explorateurs, et on va augmenter sa piste de découverte scientifique de 1, sa piste d'insight qui est juste ici. Si on utilise le dé de la bonne couleur, comme je l'ai déjà dit, fait que si j'utilise le dé bleu à la place, en plus d'aider mon allié, moi-même, je vais augmenter sur la piste. Et ça me permet d'expliquer cette piste-là fonctionne comment. C'est notre piste où on va gagner de l'expérience en quelque sorte. On va aller se débloquer des nouveaux pouvoirs. Une fois qu'on est au sommet de la piste, si on avance encore de 1, on va faire un cercle autour de la piste et on va recommencer à la base de la piste. On va par contre aller faire une découverte. Quand on recommence à la base de la piste, on a également l'opportunité de changer de couleur. Fait que si moi je viens de faire une découverte en chimie, qu'en me remettant à la base de la piste, je peux rester en chimie pour en faire une deuxième découverte plus tard, ou je pourrais me placer sur l'ingénierie, le rouge, ou je pourrais me placer sur la robotique, le bleu. Disons que je me place sur la robotique. Fait qu'aller faire une découverte en chimie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on va aller voir sur ce petit plateau-là. Et la découverte en chimie va me permettre de prendre 2 choses. Premièrement, je vais prendre un jeton de la piste de chimie. Il y a 4 jetons disponibles. Et je vais prendre la première carte du deck de cartes de chimie. Il y a également 4 cartes de disponibles, 1 par jeton. Fait que si je reviens sur mon plateau personnel, ce jeton-là, on va aller le placer complètement à droite, dans l'un des 4 espaces. Et la carte, on va aller la révéler, puis on va aller la placer juste ici, dans ma ligne de Breakthrough. Ces cartes-là vont me donner des pouvoirs que je peux utiliser une fois par tour. Toutes les cartes, que ce soit les rouges, les bleus, les vertes, vont me donner un pouvoir. Les vertes vont me dire que je dois dépenser 1 de minerai à chaque fois que je vais utiliser le pouvoir. Les cartes rouges, ça va être 1 d'énergie. Les cartes bleues, c'est 1 de data.
Fait que si plus tard dans la partie, j'avance encore ce dé-là et je finis par faire une autre révolution, ben peut-être qu'après avoir fait ma révolution, je vais décider de revenir vers la chimie pour faire une deuxième découverte. Mais comme j'ai fait une révolution complète en bleu, ça me permet d'aller chercher un jeton bleu et ça me permet de gagner une carte bleue. Fait qu'on voit que la carte verte me dit que je dois dépenser un minerai, la carte bleue, il y a le petit symbole ici pour dépenser un data. Ces cartes-là, je le précise parce que c'est important, peuvent s'utiliser pendant les tours de n'importe quel joueur, à la limite d'une fois par tour de jeu. Fait que pendant mon tour de jeu, je peux dépenser un minerai pour utiliser le pouvoir qui est dans le bas de la carte. Puis je peux en plus dépenser un data pour utiliser le pouvoir de cette carte-là. Quand mon tour sera terminé, je vais pouvoir les réinitialiser. Et pendant le tour du joueur vert, ben, je pourrais dépenser un minerai pour utiliser ce pouvoir-là, dépenser un data pour utiliser ce pouvoir-là. Quand le joueur vert a fini de jouer, on les réinitialise. Et si on avait par exemple le joueur rouge, ben, je pourrais encore une fois dépenser minerai et ou data pour utiliser mes cartes. Et si je me ramasse avec plusieurs cartes de chimie, ben, je vais pouvoir utiliser un ou deux minerais par tour de jeu, que ce soit le mien ou le tour de notre joueur, pour utiliser les effets de mes différentes cartes. Je n'insisterai pas trop sur les pouvoirs des cartes. Je vais juste préciser qu'elles sont individualisées pour chacune des planètes. Fait que les decks de cartes que vous voyez sont spécifiquement pour la planète Wenora. C'est d'ailleurs écrit dessus, Breakthrough Wenora. Fait que dans la planète Grakis, je vais avoir également 4 cartes vertes, 4 cartes rouges, 4 cartes bleues, mais ce ne sera pas les mêmes cartes. Fait que ça va être des pouvoirs qu'on apprend spécifiquement pour la planète. L'autre chose que ça donne de faire des breakthroughs, c'est ces jetons-là. Ces jetons-là, il y a beaucoup d'actions dans le jeu qui vont me demander d'avoir des prérequis scientifiques dans certains domaines. Par exemple, si je prends l'action de construire un laboratoire sur laquelle je vais revenir, on me dit que j'ai deux options quand je fais cette action-là. Soit je dépense un temps, ce qui n'est pas le fun, parce que le temps, c'est la ressource principale du jeu. Soit j'ai un de chimie qui est disponible sur la case où je me trouve. Ce que je veux dire par un de chimie disponible qui est sur la case où je me trouve, c'est que ces découvertes scientifiques-là sont partagées entre tous les joueurs. Fait que si les deux joueurs sont sur la même case, le joueur vert est considéré comme ayant accès à un de physique et un de chimie, parce que j'ai un de physique et un de chimie et je suis sur sa case. Si le joueur vert avait lui-même un d'ingénierie sur son plateau, ben je serais considéré comme ayant un d'ingénierie parce que je suis sur sa case. Si on est sur des cases séparées, ben on a un accès seulement à nos propres découvertes scientifiques. Fait que moi, j'ai un niveau 1 de chimie et de physique, alors que le joueur vert aurait, par exemple, un niveau d'ingénierie. Fait que les découvertes scientifiques, puis tout le processus de découvrir des nouvelles cartes, des nouveaux concepts scientifiques, va se jouer de cette façon-là. À chaque fois qu'on fait une révolution ici, on gagne un jeton, nous donnant un niveau, on gagne une carte de la couleur appropriée, et on réinitialise notre dé de la couleur de notre choix, la même ou une nouvelle couleur. La deuxième action possible qu'on peut faire, c'est l'action Investigate. Investigate, c'est une action où on va en apprendre sur le monde dans lequel on se trouve. On va faire des découvertes scientifiques sur le monde dans lequel on se trouve. Fait que comment fonctionne-t-elle? Bien, comme toutes les autres actions, je vais avoir à placer un dé pour pouvoir faire l'action. Si mon dé est vert, dans ce cas-ci, je place un dé vert, donc je gagne 1 dans mon cas, c'est vrai, c'est mon action qui est modifiée. Fait que comme j'ai placé le dé vert, je vais monter de 1 sur cette piste de découverte scientifique-là. Et ensuite, je fais mon action Investigate. Fait que l'action Investigate, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre une opportunité sur la case sur laquelle on se trouve. Fait qu'on va avoir besoin de ce petit plateau-là d'opportunité. Fait que moi, je suis le joueur mauve, je vais décider est-ce que je poursuis l'opportunité rose ou je poursuis l'opportunité bleue. Dans tous les cas, on ne peut investiguer sur sa case, sur une case qu'une fois dans la partie, fait qu'on va aller prendre un jeton comme ça, puis on va aller le mettre sur cette case-là pour montrer que j'ai investigué sur cette case-là. Disons que moi, je décide de prendre l'opportunité rose. Fait que je vais prendre l'opportunité qui est juste ici. Je vais la mettre sur ma case montrant que cette opportunité-là est disponible sur cette case-là et on va révéler la première carte. La carte me dit, il va y avoir une petite trame narrative juste ici. On va me dire immédiatement, tu peux faire quelque chose. Dans ce cas-ci, je gagne 2 d'énergie immédiatement. Ça, je reviendrai quand je vais parler du plateau de ressources. Ça me donne accès à une action. L'action, où est-ce que je peux la faire? Bien, sur cette case-là et seulement sur cette case-là, parce que cette carte-là est associée avec le jeton rouge qui présentement se trouve ici. Et on me dit, va chercher le jeton qui s'appelle Botanical Crystal. Botanical Crystals, qui est ce jeton-là ici, et place-le sur la carte comme ça. À cet endroit-là, maintenant, il y a une opportunité. Fait que si dans mon cas, j'ai déjà pris ma dernière action dans le tour de jeu, fait qu'il me resterait juste à prendre mon action dress sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Mais pendant ce tour-là, ou pendant un tour subséquent, un joueur pourrait, s'il se trouve sur cette case-là, que ce soit moi ou le joueur vert, pourrait prendre l'un de ses dés, celui de son choix, et aller faire l'action qui est là.
Si on va faire cette action-là, ben on respecte le nombre de pips qui est demandé, fait qu'on va aller réduire la valeur de notre dé de 1 et on va résoudre l'action. Parfois, il va y avoir des prérequis sur la carte, ça va être écrit juste à côté de l'action. Peut-être que ça va me prendre un niveau scientifique pour résoudre cette action-là. Peut-être qu'il va falloir que je baisse la valeur de dé de 2. Peut-être que ça va me prendre un mot-clé spécifique pour pouvoir faire cette action-là. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, je suis chanceux, je peux juste aller résoudre l'action. Quand on résout une action d'opportunité, il y a deux choses qui se passent. Ben, il y a trois choses qui se passent. Premièrement, on va aller chercher le deck de cartes Anomalie, qui est associé à mon plateau de découverte scientifique, fait qu'il est comme à la gauche de tous les plateaux, les paquets de cartes que vous voyez juste là. Et on va aller révéler la première carte. On voit d'ailleurs, on a un rappel, c'est ce symbole-là, qui est le même symbole que le jeton qu'il y a. Les cartes d'anomalie vont me donner un bonus que je vais aller placer dans ma zone de jeu personnelle. Je vais y revenir dans 2 secondes. L'autre chose que je vais faire, c'est que je vais gagner le jeton qui est là. Il va être associé avec ma carte Anomalie. Et finalement, je vais gagner le bonus qui est juste ici, juste en dessous. Fait qu'on me voit ici, ben, je vais placer tous les autres explorateurs qui sont sur ce node-là à un autre endroit. Et ensuite, je vais gagner un de Insight et je vais pouvoir augmenter la valeur d'un de mes dés de 1. C'est ça qui veut dire le petit dé qui est juste ici. Fait que mon dé que j'ai placé, je pourrais le remettre par exemple sur 2. Qu'est-ce que je vais faire avec ma carte Anomalie et le jeton qui est associé? Mais je vais révéler ma carte Anomalie et là, justement, elle me donne le mot-clé Rare Polymers auquel ça faisait référence juste ici. Je vais aller placer ça dans ma zone d'anomalie juste ici. Et le petit jeton, il va aller prendre, on voit un petit espace pointillé dans le bas de la carte. Le petit jeton, il va aller prendre le bas de la carte. De façon générale, ces cartes-là me donnent un pouvoir où je dois défausser la carte. Toutes les cartes anomalies sont positives et ils me donnent tous différents pouvoirs associés aux différentes couleurs du jeu, rouge, bleu, vert. Et là, ils vont me permettre de défausser la carte et de gagner un bonus quelconque. Quand je défausse la carte, je perds le mot-clé qui est associé. Fait que dans certains scénarios, peut-être que je ne voudrais pas défausser la carte, ça dépend des cas. Dans ce cas-ci, par exemple, je peux défausser la carte pour diminuer la valeur de dé de 1, mais charger l'énergie de notre plateau de ressources au maximum. Si je fais ça, je vais défausser et la carte et le jeton. Mais tant que je ne fais pas ça, j'ai mon Botanical Crystals qui me donne accès à l'habileté Rare Polymers. On voit d'ailleurs que pour utiliser cette carte-là, il y a le symbole, il doit avoir un niveau d'ingénierie de présent. Fait que moi, seul, présentement, je pourrais même pas la défausser, la carte, parce que je n'ai pas de niveau d'ingénierie. Si je me retrouve sur la même case que le joueur vert, qui lui a un niveau d'ingénierie, ben là, ça me permettrait de pouvoir défausser cette carte-là pour en utiliser le pouvoir. À la fin de mon tour de jeu, quand je vais récupérer mes dés, ben là, on va défausser la carte d'opportunité. Fait que quand je vais récupérer mon dé pour le récupérer dans ma zone, cette carte-là, on va la défausser. Le jeton d'opportunité va retourner à sa place. Ça va permettre à moi ou à un autre joueur de refaire une investigation du côté rouge. Je précise que comme action gratuite dans le jeu, fait que si plus tard dans le jeu, je me retrouve sur la case qui est juste ici, je décide de poursuivre l'opportunité bleue, donc je révèle cette carte-là, je dois placer cette carte-là sur la carte, ça me donne accès à différentes choses, je vais vous laisser lire le texte pour découvrir. Si on se rend compte qu'on ne la fera pas, cette opportunité-là, qui est trop difficile, qui est trop loin, etc., comme action gratuite, on peut l'abandonner pendant notre tour de jeu. Fait que si on l'abandonne, on défonce la carte, on le fera jamais. Ce jeton-là va retourner ici et le jeton bleu retourne sur le plateau principal. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce qu'il peut y avoir toujours juste 2 opportunités qui sont disponibles sur le plateau de jeu en même temps, étant donné qu'il y a 2 actions. Fait que s'il y a une opportunité qui est disponible ici, par exemple, et il y a une autre opportunité qui est disponible ici, ben on ne peut pas faire l'action de découvrir une opportunité, étant donné que toutes les opportunités sont présentement déjà disponible sur le plateau. Il va falloir en abandonner une ou la résoudre en en placer le dessus pour pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. Troisième action possible, j'ai l'action Traverse qui est juste ici. Fait qu'elle fonctionne comme les autres. Si je prends un dé vert ou bleu, je vais juste faire l'action, alors que si je prends l'action le dé rouge, ben, je vais faire l'action, puis en plus, je vais progresser sur ma piste de découverte scientifique. L'action Traverse me permet de faire un mouvement supplémentaire. Fait que si je suis ici, ben je pourrais dire, si j'ai commencé mon tour là, je pourrais dire, ben je me déplace comme ça ici. Et ensuite, je fais l'action Traverse pour me déplacer d'une deuxième case dans ce cas-ci.
Mon deuxième déplacement respecte toutes les mêmes règles que mon premier déplacement. Ça veut dire que dans ce cas-ci, mon déplacement gratuit que j'ai une fois par tour, ben, en allant là, j'avance le temps de 1 et j'avance mon plateau de découverte scientifique de 1. Et en faisant l'action Traverse pour me rendre ici, ben là, je vais avancer le temps de 3. Ce qui est très très coûteux, soit du temps passé. Et là, on me dit, lui, par contre, quand j'arrive ici, si j'ai le mot-clé Fungal Host, ben, je vais augmenter mes recherches scientifiques de 2 et je vais augmenter 2 de mes dés de 1 d'une face de mon choix ou le même dé de 2 faces. C'est la petite flèche par en haut. Fait que ça, c'est Traverse. L'autre particularité de Traverse, c'est que si je suis sur la case d'un autre joueur en faisant mon action Traverse, je peux le traîner avec moi. Fait que dans le même exemple, j'aurais pu dire, ben, avant de faire mon déplacement gratuit, je fais mon Traverse. Fait que je suis comme ça ici, je le descends de 1, je fais Traverse, j'augmente ma découverte scientifique de 1 et le temps passe de 1. Par contre, le joueur que je traîne ne déclenche pas les effets des nodes. C'est juste moi qui va les déclencher. Et ensuite, je pourrais prendre mon déplacement gratuit dans mon tour de jeu. On n'oublie pas qu'on fait ses affaires dans l'ordre qu'on veut. Fait que l'action de Traverse, donc, va me permettre de traîner un joueur avec moi et ça va me donner un déplacement de plus pendant mon tour de jeu. Quatrième action possible, on a juste ici l'action Support. L'action Support va faire deux choses. Premièrement, l'action Support, c'est une des façons que je vais avoir de me débarrasser des cartes de détresse. Fait qu'expliquons les cartes de détresse. Les cartes de détresse, c'est ce deck de cartes-là, juste ici. On a 3 cartes par joueur qui sont disponibles dans le deck. Les cartes de détresse, quand je les gagne, ça va être le scénario, le jeu, la planète que je vais avoir choisi qui va me dire quand est-ce que je gagne une carte détresse. Dans le cas de Wenora, il y a une façon spécifique de les gagner. Je vais te laisser te découvrir quand tu vas jouer. Le principe étant que quand tu gagnes une carte détresse, les cartes détresse vont bloquer tes actions de base. Et il va y avoir différents effets négatifs qui vont être écrits sur la carte détresse. Fait que par exemple, celui-là ici, si je pourrais décider de le placer sur n'importe quelle de mes actions, il y a juste Rest que tu n'as pas le droit de bloquer parce que tu es obligé de prendre Rest une fois par tour de jeu. Fait que si par exemple je le place comme ça ici, ben, ça veut dire que je ne peux plus faire mon action de Traverse. Si j'avais placé ma carte de Stress juste ici, je ne peux plus faire l'action, ça c'est l'action de Investigate. Et ainsi de suite. Ce qui m'amène à mon action Support. Soit dit en passant, les cartes détresse, si tu n'en cumules trop, fait que si le deck de cartes détresse est vide et tu ne peux pas en prendre de nouvelles cartes détresse, tout le monde va perdre 1 d'endurance. Si je ne peux plus prendre moi-même de cartes détresse parce que c'est juste la case Rest qui me reste de disponible, j'ai pas le droit de la couvrir, tout le monde va également perdre 1 d'endurance. Donc, il faut gérer les cases détresse. Fait que la carte détresse, qu'est-ce qu'elle fait? La case support, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me permet de débarrasser une carte de détresse d'un autre joueur qui se trouve sur ma case. Fait que si par exemple le joueur vert ici prenait l'action support sur son propre plateau de jeu, ben je suis sur sa case, fait que je pourrais me débarrasser de ma carte détresse que je ramène sur le deck principal. En plus, le deuxième effet de la case support, c'est qu'on améliore le niveau de confiance dans le groupe. Ça, c'est le petit jeton qui est juste ici. Quand on améliore le niveau de confiance, la façon que ça marche, c'est que s'il est à gauche, il se ramasse à droite. Et s'il est à droite, ben, on va chercher un bonus, qui est ces deux icônes-là, qu'on va distribuer parmi l'équipe, puis mais le jeton reste là. Fait que si dans ce cas-ci, c'est qu'on choisit dans l'équipe 2 des dés de l'équipe ou 1 dé qui vont augmenter chacune de valeur de 1 ou 1 dé de valeur de 2. Fait que par exemple, je pourrais dire, ben tiens, moi je suis dans cette situation-là. L'autre joueur a fait l'action support, on était déjà au maximum, fait que tiens, moi je vais en prendre un des deux que ça nous donne, puis l'autre joueur pourrait prendre l'autre plus 1 que ça donne. Fait que le moral va fonctionner comme ça, pas le moral, mais le niveau de confiance. Dans l'autre sens, c'est la même chose. S'il y a un effet qui me dit de baisser le niveau de confiance, on le baisse comme ça. Puis s'il était déjà au plus bas, ben on va aller distribuer un -2 parmi l'équipe sur leur phase de 2. Je précise que notre action qui est modifiée a rapport avec le niveau de confiance. Si le niveau de confiance il est positif sur la case blanche, notre action spéciale, on la laisse sur la case blanche. Dès que le niveau de confiance tombe dans le noir, il faut la tourner et le déplacer selon l'action qui est maintenant modifiée. Dans mon cas, c'est l'action Rest qui est modifiée quand on ne se fait pas confiance. Puis c'est l'action Investigate qui est modifiée quand on se fait confiance. Fait que ça, c'est pour l'action Support. L'avant-dernière action qu'on peut prendre, c'est l'action Recover. L'action Recover me permet juste d'augmenter un dé jusqu'à sa capacité maximum de 3. Fait que si par exemple j'envoie mon dé bleu sur Recover, il va monter jusqu'à 3 comme ça, plus 3. Sauf que, en contrepartie, l'action Recover fait baisser le niveau de confiance entre les joueurs. Fait que si je le fais pendant qu'on est comme ça, bon, on perd un total de 2 pipes. Mais si on est comme ça, puis je fais l'action Recover, le petit jeton va s'en aller à la gauche, comme ça, ici.
Et la dernière action du plateau de joueur, c'est l'action qui est obligatoire qu'on doit prendre une fois par tour, c'est l'action de rest. L'action de rest, elle fait rien de particulier, elle fait juste que mon dé va monter de 1, à moins qu'elle soit modifiée. Certains joueurs vont avoir une modification différente. Lui, dans ce cas-ci, l'action rest, le dé monte de 1, mais en plus, un joueur, celui que je veux, peut augmenter l'un de ses dés de valeur de 1. Fait que l'action rest, le dé monte de 1, et surtout, le temps passe. Fait qu'à chaque fois qu'on fait l'action rest, le temps passe, en plus des autres actions qui peuvent faire que le temps passe. Par exemple, s'il y a des nodes qui ont le symbole de temps. Je l'ai déjà dit, quand le temps passe, que ce soit via l'action rest ou d'une autre façon, et qu'il fait un cycle complet, ben, tous les joueurs vont perdre 1 d'endurance. Il reste 2 séries d'actions desquelles je vais parler. La première série d'actions, c'est les actions qui ont rapport avec le plateau de ressources, qui ressemble à ça ici. On va sur le plateau de ressources, il y a 3 zones, je vais te mettre à l'endroit, ça va aller mieux. Il y a 3 zones sur lesquelles je peux aller placer des dés. Il y a la zone pour le data, la zone pour les minéraux, puis la zone pour l'énergie. Je vais commencer par celui-là parce que lui, il n'y a pas de restriction particulière. Fait que si on place un dé sur cette zone-là, on va baisser de 1 tout simplement, puis on va aller se faire 1 d'énergie. Fait qu'on prend un jeton, puis on va aller le placer juste ici. Si j'avais placé le dé rouge à la place, mais comme on le voit, j'ai un bonus de 1. Fait qu'au lieu d'en placer un, j'en place 2. Les 2 autres, c'est pour aller chercher les ressources que Luna va avoir découvert sur la planète. Fait que j'ai les minerais, j'ai le data. La différence entre les deux, c'est que le data, c'est Luna qui le ramasse, puis le minerai, c'est nous. Fait que dans notre situation présentement, je pourrais dire, je suis ici, j'ai besoin de minerais, disons que j'ai encore 2 dés qui est disponible, j'ai besoin de minerais. Fait que tiens, je vais aller faire l'action minerais. Fait que je vais aller le faire juste ici. Je vais le faire avec un des verts. Fait que donc je baisse de 1. Et ça me permet de prendre 2 des minerais qui sont sur le plateau de jeu et de les placer juste ici. Si à un tour suivant, puis là disons qu'après je fais mon action de rest, fait que là je monte ça comme ça ici. Le temps monte. Le temps monte et je récupère mes 3D parce que mon tour de jeu est fini. Le joueur vert joue, ça revient à moi, je veux aller récolter du data. Fait que du data, il y en a ici qui est disponible, il y en a ici qui est disponible. Disons que je vais aller récolter là. C'est Luna qui doit le récolter, donc Luna doit être présente. Le principe est le même. Je vais baisser ça de 1. Si c'est le bleu, je récolte un cube de plus. Fait que si je récolte un cube de base plus un cube parce que c'est bleu, je m'en vais placer ça sur mon plateau de ressources, puis mon action de récolte de ressources est terminée. Fait que la seule twist qu'il faut se rappeler, c'est que rouge, on n'a pas besoin d'avoir rien de particulier sur le plateau, on fait juste le prendre. Bleu, c'est Luna qui le récolte, fait que peut-être qu'au prochain tour, je vais avoir à déplacer Luna avec le déplacement gratuit que j'ai une fois par tour pour qu'elle puisse récolter les cubes bleus. Et vert, ça doit être un des explorateurs qui le récolte. Au niveau des ressources, les ressources sont disponibles pour tous les joueurs. Fait que c'est des ressources partagées. Dès que j'en récolte, même si je suis à l'autre bout du plateau, tous les joueurs vont pouvoir utiliser les ressources qui sont ici. À quoi servent-elles les ressources? Elles vont servir principalement à accomplir différentes missions selon les objectifs qu'on vise, ou elles vont servir à activer les différentes cartes de breakthrough qu'on va avoir, qu'on peut activer une fois par tour chacune. Fait que maintenant que j'ai 2 minerais, pendant mon tour de jeu, je pourrais utiliser cette carte-là en dépensant un minerai. Pendant le tour de jeu du joueur vert, je pourrais la réutiliser en dépensant un autre minerai. Je pourrais utiliser le data qu'on vient de ramasser pour utiliser ces cartes-là. Fait que ça va nous permettre d'utiliser nos pouvoirs spéciaux. L'énergie va principalement être utilisée pour activer les cartes qui viennent du deck du carte d'ingénierie. Les dernières actions génériques que je vais faire, on peut les retrouver sur le plateau qui est juste ici. Chaque planète va donner une carte spécifique à Luna, que je vais finir par réussir à ramasser. Et ça devient une action que je peux prendre. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais prendre l'un de mes dés pendant mon tour de jeu, le baisser de 2, parce qu'ici ça baisse de 2, et demander à Luna de faire telle action. Fait que ça me dit n'importe quel explorateur qui est sur la case de Luna peut faire tel truc. Ça, c'est le symbole pour s'enlever une carte de détresse, soit du temps passant. Fait que ça, c'est une action que tout le monde peut avoir. Les autres actions qu'on peut avoir ici sur ce plateau-là, c'est de construire des bâtiments. On a 3 bâtiments qu'on peut construire, le workshop, le laboratoire et le research hut. Et pour pouvoir les construire, soit on va avancer le temps, soit on a accès à un niveau de cette technologie-là. Fait que si sur ma case présentement, il y a un niveau de robotique de disponible, que ce soit moi ou un autre joueur qui l'ait, je pourrais construire ceci. L'autre prérequis que ça me prend, c'est que je dois avoir un endroit pour le construire. Et les endroits vont ressembler justement à ça. C'est le même symbole, le même espèce de cercle de cog qui est imprimé sur la carte. Fait que dans mon cas, comme j'ai un niveau de chimie, ben je pourrais dire, tiens, je m'en vais placer un dé juste ici. Je vais construire le laboratoire. Le laboratoire ne sera pas disponible avant la fin de mon tour. Fait que pendant mon tour, peut-être que je vais prendre une action pour aller récolter de l'énergie, disons. Et avec mon 3e dé, je vais aller faire l'action Rest.
Et là, quand je vais récupérer mes dés, je reprends mes dés, mais là, je vais aller placer mon bâtiment que j'ai construit. Personnellement, j'aime bien, dès que je place mon dé dessus, déplacer le bâtiment pour me rappeler où je l'ai construit, parce que je peux très bien, après l'avoir construit, me déplacer puis me ramasser à un autre endroit où il y a un autre endroit où je peux construire le bâtiment. Mais d'une façon ou d'une autre, quand je récupère mon dé, on va tourner le bâtiment et ça devient un bâtiment que tous les joueurs peuvent utiliser pendant leur tour de jeu. Dans le cas du bâtiment vert, il me permet de dépenser un minerai pour augmenter la valeur d'un de mes dés de 1 et tous les joueurs peuvent l'utiliser pendant leur tour de jeu, peu importe la distance qu'ils ont. Si plus tard je construis le workshop quelque part, il va me donner un pouvoir aussi que je peux utiliser en dépensant de l'énergie. Et si plus tard je construis le research shop, il va me donner également un pouvoir que je peux utiliser en dépensant du data. Je précise aussi qu'une fois qu'on va avoir construit un bâtiment, on va débloquer l'action de le détruire. Fait que si plus tard dans le tour de jeu, je veux changer le laboratoire de place où j'ai besoin de l'enlever, je peux toujours prendre une action comme ça ici pour le détruire. Fait que quand je vais récupérer mon dé, je vais enlever le bâtiment puis je vais le ramener sur sa place, le remettant de ce côté-ci, me permettant de le reconstruire plus tard à un autre endroit. J'ai presque fini les explications. Ce qui va me rester à dire, c'est que si on est sur la même case qu'un autre explorateur, on peut s'échanger des choses. Si on a des découvertes, qu'elles soient sur des cartes anomalies ou qu'elles soient dans notre inventaire, on a une petite case ici, une petite place qu'on peut mettre dans l'inventaire, on peut se les échanger gratuitement pendant notre tour de jeu. On peut également, si on a besoin, changer le focus de notre dé d'insight, même si on n'est pas encore rendu. Fait que, même si je pourrais dire finalement j'ai vraiment besoin d'un niveau 2 en chimie. Par contre, si on fait ça, on va remettre le dé au début de la piste, mais on peut le changer gratuitement pendant son tour de jeu. Les autres actions qu'on va avoir à faire, ça va être des actions qui vont être associées au deck de mission qu'on est en train d'essayer de faire. Là, je ne vous les révélerai pas trop parce que je vais vous laisser le découvrir. Mais dans ces cartes-là, il va y avoir beaucoup de différents types d'actions qu'on peut prendre. Je l'ai également dit aussi, il y a beaucoup de cartes qui vont nous donner accès à des actions, comme celle-là ici. Il va me dire si je suis sur cette case-là et j'ai Fungal Host, je peux mettre un dé là-dessus pour augmenter ma valeur de dé de 3. Fait qu'il y a beaucoup de cartes qui vont me donner des actions que je peux faire en allant placer mes cubes d'actions dessus. Donc voilà, ça met fin aux explications de base de Unsettled. Avant de rentrer dans la critique en tant que telle, je vais faire un petit overview du concept du jeu pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne, puis je vais faire un petit segment sur comment serrer le jeu parce que c'est particulier dans ce jeu-là. Donc, ça se peut que tu n'aies pas l'impression de savoir exactement comment jouer puis qu'est-ce que tu dois faire pour gagner une partie, ce qui est tout à fait normal, le jeu est designé comme ça. Il faut que tu vois chaque scénario d'Unsettled comme étant un puzzle que tu dois apprivoiser et un puzzle auquel tu dois trouver la clé. Dans le fond, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas principalement te promener, tu vas traverser les notes, tu vas poursuivre des opportunités, ces grandes cartes-là. Quand tu vas poursuivre des opportunités, ça va te donner accès à des jetons découvertes, puis ça va te donner accès à des cartes anomalies. Ces cartes anomalies et ces jetons de découverte-là vont te donner accès à des pouvoirs. Tu vas également faire des découvertes scientifiques en chimie, en physique, en ingénierie. Ça va te donner accès à des cartes. Et toutes ces cartes-là, que ce soit les breakthroughs, fait que les découvertes scientifiques, que ce soit les découvertes que tu fais sur le lieu, que ce soit les opportunités que tu poursuis, sont toutes spécifiques pour le scénario, pour la planète que tu as choisi. Fait qu'à travers toutes ces cartes-là, il y a un combo que tu dois découvrir entre ces cartes-là pour te permettre de réussir ton scénario. Et avec le même set de cartes, ça ne sera pas le même combo que tu vas avoir à faire si tu essaies le deuxième puis le troisième scénario de la même planète. Tu n'auras pas la même disposition de cartes. Ça va être ultimement les mêmes cartes, mais ils ne seront pas disposés de la même façon. Ce n'est pas les mêmes choses que tu vas essayer de faire avec ces cartes-là. Ce n'est pas les mêmes découvertes que tu vas vouloir avoir. Ce n'est pas les mêmes combos entre cartes, les mêmes efficacités que tu vas essayer de mettre en place. La même efficacité que tu vas essayer de mettre en place. Fait que ce concept-là, c'est vraiment un jeu dans lequel tu vas explorer. Ton premier 15-20 minutes, tu vas te promener un peu en tournant en rond, tu vas probablement perdre ta première partie, mais le jeu, il est designé comme ça. Dernière affaire que je te dis pour les règles, c'est que chaque planète vient également avec un deck de cartes ou plusieurs decks de cartes qui sont spécifiques à cette planète-là. Dans le cas de la planète Winora, on a des cartes hallucinations. Qu'est-ce qu'elles font? Comment elles marchent? Quelles en sont les conséquences? Ça, je vais te laisser les découvrir quand tu vas jouer. Sache que ça vient modifier les règles, ajouter un petit quelque chose pour chaque type de carte comme ça. Et chaque planète, j'ai essayé 4 planètes différentes à date. Chaque planète va avoir son ou ses decks de cartes spécifiques. Je vais juste te le dire parce que je ne vais pas te dire qu'est-ce que tu, mais sache que ça existe.
Maintenant, serrer le jeu, ça va se faire en deux parties. La première partie, tu as, les planètes à serrer en tant que telles. Fait qu'un insert de planète, la façon qu'il fonctionne, c'est que tu as l'insert de base du fond, dans lequel tu vas avoir des endroits pour mettre toutes tes cartes de petits formats. Tu as des places pour mettre des jetons dans le fond si tu veux les utiliser. Tu vas avoir des places spécifiques que GameTrace a faites pour mettre les jetons de découverte pour en rentrer 12. Il y a peut-être certaines planètes qui en ont plus. Tu peux aller lancer ton jeton principal. Tu as tes gros jetons si tu en as là-dessus. Le petit insert du haut que tu vas rajouter sur le dessus, tu vas aller mettre tous tes petits jetons dedans. Tu peux aller mettre tes cartes à l'intérieur. Si jamais tu sleeves ces cartes-là, littéralement, ce qu'on va te suggérer de faire, c'est de jeter cette partie-là de l'insert. Et toutes les cartes sleevées vont rentrer quand même dans cette partie-là de l'insert de toute façon. Fait que tu peux sleever ou non tes cartes. Dans tous les cas, ça va rentrer quand même à l'intérieur de la boîte. Là, évidemment, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ça doit aller comme ça. Fait qu'une fois que tu as mis ça là-dedans, ben, tout ce qui te reste à faire, c'est de mettre le petit couvert de plastique pour tout clipper ça. Tu as le petit livret qui va à l'intérieur qui est important, qu'on t'explique des règles dedans. Et tu vas serrer ta planète. Pour serrer la planète en tant que telle, tu le vois ici, tu as l'espace pour mettre les dés, tu as l'espace ici pour aller mettre tous les jetons d'usage de joueur. Tes cubes, tu vas aller mettre ça là. Tes petits jetons de temps, de morale, tu vas aller mettre ça là. Tes dés juste ici, tu as une place pour Luna. Tu as des places pour mettre les tuiles de personnages ici. Les figurines, tu vas aller mettre tes tuiles comme ça ici. Là-dessus, tu vas aller empiler les fiches de personnages tout simplement sur le dessus. Et quand ça c'est fait, ben là, il va te rester juste à mettre tes boîtes de planètes en tant que telles. Fait que j'ai la boîte 2 Grakis qui rentre à l'intérieur. J'ai la boîte 1 qui est Winora qui rentre également à l'intérieur. Et le reste, ce que j'aime beaucoup de ce plateau-là, tu n'as pas besoin de serrer les ressources. Tu laisses tout ça à l'intérieur du plateau. Et tu fais juste les empiler. Tout se clip parfaitement comme ça ici. Et ça permet de tout garder dans un ordre relativement immobile quand tu déplaces ton jeu. Je l'ai déjà traîné puis ça se place très bien. Fait que les plateaux, tu fais juste littéralement tout laisser dedans. Tu lances ça par-dessus, tu mets tes aides de jeu et tu es prêt à serrer ta boîte de Unsettled. Alors voilà, c'était le jeu Unsettled, cet étrange jeu de conquête galactique. Maintenant, je vais commencer comme d'habitude, je le fais au niveau des composantes. C'est une note de 10 sur 10 au niveau des composantes. C'est un jeu qui a des composantes stellaires, surtout pour une boîte. Vous avez vu toute la place que le jeu prend pour une boîte qui n'est pas si grosse que ça quand même. Puis là-dedans, il y a déjà deux boîtes de planètes. Fait que donc, pourquoi j'aime les composantes de Unsettled? Il y a deux choses. Premièrement, il y a deux choses que j'adore, puis il y a beaucoup de choses qui sont efficaces. Premièrement, le visuel du jeu, je l'aime beaucoup. Puis là, je parle vraiment des illustrations qu'il y a sur les cartes. Le travail de dessin d'imagerie qui a été fait là-dedans, je le trouve vraiment exceptionnel. Et pour avoir essayé différentes planètes, les planètes ont vraiment des sensations extrêmement différentes au niveau visuel. Je te dirais même pas c'est quoi les thématiques qu'il y a dans la première, dans la deuxième, dans la troisième planète, les 4 premières que j'ai faites, mais c'est vraiment spectaculaire le visuel qu'il y a à l'intérieur du jeu au niveau des illustrations, du plateau de joueur personnel, les petits jetons d'images de personnages, les jetons d'avatar. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. L'autre chose que j'aime beaucoup, vous l'avez vu, c'est tout l'aspect Game Trace qui est à l'intérieur du jeu. Rend le jeu, il prend beaucoup de place, là, ça serait un aspect négatif, mais rend le jeu très facile, je trouve, d'accès malgré sa complexité thématique. On va dire ça comme ça. Parce que je vois les ressources à ma gauche, je vois les cases pour prendre les ressources qui sont à ma gauche. Les jetons d'opportunité sont gigantesques, on ne peut pas les manquer sur le plateau de jeu. Tout se sert extrêmement bien à l'intérieur de la boîte. Les jetons, la façon dont mes jetons découvertes sont tous relevés face à moi, fait que je les trouve facilement quand j'ai besoin de les chercher. La façon dont ils ont fait les espèces de petites cartes de mission où on tourne les pages comme si c'était à l'intérieur du livre, fait que c'est facile à suivre. À gauche, j'ai la mise en place, à droite, j'ai l'objectif que je cherche. C'est facile à suivre. Fait que tout ce qui est les dés sont très gros. Fait que facile de voir, il reste combien de cercles sur la case, qu'est-ce que j'ai disponible. On est à combien de temps présentement? Très facile à voir. J'ai trouvé ça très brillant sur la piste de temps. Si j'ai des choses qui se passent à des moments spécifiques, j'ai des gros jetons que je vais aller placer, je ne peux pas les manquer. J'ai beaucoup aimé comment chaque livret de scénario va m'expliquer les règles spécifiques à cette planète-là, comment ça fonctionne, comment les cubes noirs vont fonctionner dans cette planète-là, parce que c'est différent d'une planète à l'autre. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Fait que ça, au niveau des composantes, le jeu a vraiment un effet wow sur la table. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il prend beaucoup de place. Les 4 plateaux, une fois installés, vont prendre énormément de place. Fait que quand on joue à 2, à 3, à 4, j'ai essayé à tous les
j'ai pas essayé à 3, j'ai essayé solo 2 puis 4. Fait que quand on joue à plusieurs, on se va séparer ces plateaux-là, ça se gère bien, mais si on joue solo, il faut gérer les 4 plateaux. C'est un peu intense. Mais sinon, les composantes, c'est vraiment de l'énorme luxe. Là. C'est un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie, sans aucune hésitation. Cela étant dit, maintenant, au niveau des mécaniques, est-ce que c'est un jeu que j'ai aimé? C'est un jeu qui est très étrange au niveau de ses mécaniques. C'est le genre de jeu, il m'a donné la même impression que la première fois que j'ai joué à This War of Mine, la première fois que j'ai joué à Le 7e continent, dans le sens que je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse la première fois que je joue. La première fois que tu arrives sur une planète, tu te découvres, tu révèles les espèces de cartes qui te permettent d'apprendre à découvrir la planète, tu fais des découvertes scientifiques, tu découvres des anomalies, tu découvres tu résous des opportunités, ça te donne accès à des espèces d'items que tu trouves. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec tout ça? C'est comme pas trop clair. Puis plus le scénario y avance, puis tu fais, OK, tel pouvoir va me permettre de faire telle affaire, de passer par-dessus tel truc, avec telle invention physique, telle découverte au niveau de la physique ou de la chimie qu'on a faite, ça va nous permettre d'éviter tel monstre qu'il ne faut pas qu'on aille affronter parce qu'ils vont tout nous manger, parce qu'on est des scientifiques, on n'est pas des guerriers, etc., etc. Fait que c'est vraiment super intéressant comment toutes ces mécaniques-là vont s'imbriquer ensemble. Il faut par contre que tu tripes sur les jeux qui vont mettre la thématique avant la mécanique. Le jeu est extrêmement thématique. Tu as l'impression d'explorer, tu as l'impression d'avancer dans un univers que tu sais pas trop comment il marche, puis que tu vas gagner un mot-clé avec un pouvoir spécial, tu vas le dépenser 2 tours plus tard en réalisant 3 tours plus tard que tu avais besoin de ce mot-clé-là pour apprendre quelque chose. Fait que c'est le genre de jeu que tu vas refaire le même scénario 2-3 fois avant de le réussir et de l'apprécier à sa pleine valeur. Mais si tu aimes l'aspect d'explorer puis d'avancer un peu à tâtons dans le noir sans trop savoir qu'est-ce que tu dois faire, puis tu l'apprends au fur et à mesure que le jeu progresse, c'est vraiment extrêmement bien réussi. L'autre chose que j'ai beaucoup apprécié maintenant que j'ai essayé plusieurs planètes, c'est que les planètes offrent vraiment, et plus que j'aurais pensé initialement, une expérience de jeu différente. La mécanique de jeu est la même. Je vais aller, je vais générer des ressources, je vais découvrir des opportunités. Les opportunités vont me donner accès à des anomalies. Je vais avancer mon petit dé de découverte scientifique, ce qui va me donner accès à des breakthroughs. Mais justement, les breakthroughs sont tellement différents d'une planète à l'autre, sont tellement spécifiques à cette planète-là, que j'ai une expérience de jeu différente avec le même set d'actions de base. Ce que j'ai trouvé, encore une fois, très intéressant. Puis même à l'intérieur de la même planète, si j'ai choisi la mission de survie A, la mission de survie B ou la mission de survie C, j'ai des expériences différentes. Dans la planète de base, Wenora, je les ai faites les 3. Dans Gakis ou Grakis, parce que la deuxième planète, je l'ai fait 2. Dans la planète 3 et 4, j'ai fait le premier. Et j'ai eu des expériences de jeu vraiment très différentes à toutes les parties que j'ai jouées. J'ai trouvé ça fantastique au niveau de cette espèce d'originalité thématique-là d'une planète à l'autre. Puis là, je ne vais pas t'en révéler sur les différentes planètes, je vais te laisser le découvrir si le jeu t'intéresse. Mais si vraiment tu as envie de te pitcher dans une expérience d'exploration spatiale avec un visuel extraordinaire, puis des mécaniques qui sont, je ne saurais pas dire autrement que étrange la première fois que tu joues, parce que je peux me déplacer là, ben oui, là, j'avance le temps, ok. Si grave que ça d'avancer le temps, on va voir. Là, je fais une découverte. Ok, maintenant je peux dépenser du data pour faire tel truc. Ok, cool. Puis à un moment donné, tout clique ensemble. Puis là, tu comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec ton puzzle. Puis là, ça devient super le fun. Puis ça devient une course contre la montre pour que tu réussisses à faire ça avant de plus avoir de temps. Puis que tout le monde ait perdu son endurance. Ce que probablement tu ne réussiras pas la première fois que tu vas jouer. Il y a juste un des scénarios que j'ai réussi du premier coup. J'étais d'ailleurs très très fier. Fait que, tu sais, mon verdict final de Unsettled, c'est, comme je dis, ça fait 2-3 fois que je le dis déjà, ça dépend de ce que tu vas rechercher. Si tu veux un jeu qui est lourd au niveau des mécaniques, un très gros euro complexe avec plein de décisions stratégiques, c'est pas tant le cas. Si tu veux un jeu qui a plus un aspect puzzle, exploration, c'est quelque chose que tu devrais beaucoup aimer, puis c'est un jeu qui a une infinité d'extensions possibles, rajoute des planètes là-dedans, tu vas pouvoir mettre tant que tu veux. Il y a d'ailleurs déjà 6 planètes qui existent, 2 dans la boîte de base et 4 qui sont ou seront disponibles sur le site d'Orange Nebula. Si je me fie à ce qui s'est passé avec Vindication, tout va être disponible sur le site internet d'Orange Nebula une fois qu'ils vont avoir fini de livrer la boîte de Unsettled. Et c'est une boîte qui n'a pas été si chère que ça sur Kickstarter. On parle d'environ 70-80$ américains. Fait que c'était pas si pire que ça pour la quantité de jeux que t'as. La seule inquiétude que je vais avoir, c'est sur sa rejouabilité à long terme. Parce que personnellement, mettons le premier scénario de la planète Wenora, je le raterai plus. À moins d'être vraiment malchanceux dans la disposition des cartes. Mais là, je sais qu'est-ce que je dois faire pour le réussir, ce scénario-là. Je l'ai raté une fois, je l'ai réussi quand j'ai joué je l'ai raté une deuxième fois, je l'ai réussi quand je l'ai joué la troisième fois, je l'ai joué une quatrième fois, puis là, je l'ai vraiment optimisé. Puis là, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce scénario-là. Par contre, ça m'a pris 4 parties pour faire le tour du premier
premier scénario. Il y a 2 autres scénarios dans la première planète et il y a 2 planètes. Fait que j'ai l'impression que tu vas avoir de 3 à 5 parties par scénario avant que tu aies l'impression d'avoir fait le tour. Ce qui te donne dans la boîte de base quand même 9 à 15 parties par planète, fait que 18 à 30 parties juste dans ta boîte de base. Libre à toi de voir si tu trouves que c'est beaucoup ou pas assez. Mais l'impression que je vais avoir, c'est peut-être sa rejouabilité à long terme. Surtout qu'on va essayer de le montrer quand on l'enseigne à quelqu'un avec la planète de base. Fait que là, moi je suis déjà tanné comme de faire le premier scénario de la planète de base, parce qu'à chaque fois que je le montre, c'est celui-là qu'on fait, évidemment. Mais c'est peut-être le seul défaut que je vais y voir, mais ça va être corrigé facilement en rentrant des nouvelles planètes, puis acheter des planètes une à la fois, c'est pas si cher que ça. Fait qu'est-ce que je recommande Unsettled si t'aimes l'exploration, si t'aimes cette idée-là de puzzle haut la main. C'est mon coup de cœur du mois d'octobre sans aucune hésitation. C'est un jeu qui est magnifique, c'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui est relativement facile à apprendre. Et mine de rien, dans le livre de règles, il y a quelque chose comme 30 pages de précision sur les règles. On t'explique le jeu pour vrai à la va-vite dans une dizaine de pages au début du livre de règles. Puis après, il y a, si tu arrives pendant la game, là, la règle numéro 1, c'est ton problème. S'il y a une règle qui n'est pas claire pour toi pendant la partie, trouver une façon de le régler sans aller voir dans le livre de règles pour que ça se passe vite. Puis à la fin de la partie, vous viendrez voir notre fac qui fait à peu près 20 pages pour être sûr de préciser chacun des éléments de règles. Fait que c'est un livre de règles qui est pas intuitif à lire, mais qui ultimement, une fois qu'on l'a lu et qu'on a compris comment jouer, se manipule bien puis on retrouve bien l'information qui est dedans. Fait que le livre de règles, aussi, je le mettrais dans la catégorie des plus. Fait que vraiment, ça tourne. Pour moi, c'est très, très, très bon. Sur ça, j'espère que toi, ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Unsettled de Orange Nebula. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée et avant de faire ça, comme d'habitude, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas, à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi, mon cher explorateur qui se rend aux confins de la galaxie.